parce que je suis attaché à la ville de Marseille d'une manière particulière. Il se trouve que quand j'avais 8 ans, mon professeur de piano de Besançon, parce que je suis byzantin, m'a recommandé auprès de Pierre Barbizet, que je suis allé écouter à Paris jouer le concerto de Schumann avec Paul Paré à la salle Pleyel. Ça, c'est aussi un souvenir, ce concerto de Schumann avec lui. Et puis le lendemain, je suis allé dans les studios de Steinway, rue de Lisbonne, et j'ai joué quelques choses, 2-3 morceaux pour Pierre Barbizet, un nocturne de Chopin, etc. Et il a écrit un mot très gentil à mon professeur en disant qu'il serait très heureux de pouvoir me donner quelques cours de loin en loin, parce qu'évidemment en 70, il était pris à la fois par ses activités ici, au conservatoire, mais il a beaucoup de concerts. Et c'est ainsi que mon père, avec sa petite 204, à l'époque, descendait de Besançon jusqu'à Marseille, 4-5 fois par an. Et qu'on allait rue de la Bibliothèque, dans l'appartement tout au-dessus. Et où en attendant M. Barbizet, qui était toujours très très en retard, parce que je pense qu'il était très pris par ses activités, alors les cours étaient, je crois, de mémoire, étaient fixés à 4h de l'après-midi, et il arrivait souvent à 8h, 9h du soir. Et donc je jouais avec Yann au circuit de auto-électrique, qui était à peu près dans tout l'appartement, je me souviens. Et puis M. Barbizet arrivait, alors très affectueux, très chaleureux, enfin, il était comme homme. Il me prenait dans ses bras, il m'appelait mon lapin. Il dit: je prends un bain, mon lapin. Voilà, alors il se rafraîchissait, et alors une demi-heure après, il apparaissait, je me souviens, avec une robe de chambre d'appartement. Et nous voilà partis pour des cours qui duraient jusqu'à minuit, 1h du matin. Moi j'avais 8 ans. Et c'était merveilleux. Ce sont des souvenirs absolument inaltérables pour moi, parce que je crois que ce que M. Barbizet m'a communiqué, c'est d'abord la joie de la musique, la joie que cela procure dans tout votre être. Là, mais là et partout. On entend une note de Mozart et on a les poils de la main qui se dressent, et on est ému, et on peut pleurer, on peut rire, et on accompagne la musique. Et ça, il était absolument unique dans cet art de communiquer déjà ce plaisir de la musique, le plaisir qui est dans l'écriture évidemment, mais qu'on doit ensuite nous-mêmes partager, ressentir et partager. Et je dois dire que, vous savez, en 1960, au milieu des années 70, Barbizet a été animateur d'une émission de télévision pour des scolaires. Le mercredi après-midi, on allumait la télé et on voyait Pierre Barbizet entouré par une classe d'enfants, et il leur racontait l'histoire de la musique. C'est plus maintenant, hein. À la place, on a des abris, mais voilà. Donc je voulais vous dire que voilà, on est venu plusieurs fois à Marseille, et que le hasard a fait que quelques années plus tard, quand j'ai passé mon prix au Conservatoire de Paris, chez Dominique Merlet, eh bien, M. Barbizet était au jury. Et donc, je me souviens qu'à l'époque, quand je prenais mes cours avec lui, il avait recommandé à mon père qu'on change de professeur, parce qu'il trouvait le professeur que j'avais, qui était un professeur, une dame un peu âgée, qui n'était pas tout à fait au niveau de ce qu'il attendait lui. Donc il nous avait recommandé d'aller chez Jacques Bloch, qui était un professeur au conservatoire de Besançon. Et donc 9 ans plus tard, quand je passe mon prix, et je vois Barbizet à la fin du concours, j'avais eu le premier prix, et il me prend dans ses bras en m'appelant mon lapin. Et il dit: finalement le père Bloch c'était quelque chose, hein. Voilà. Donc je voudrais vous dédier cette sonate de Schubert que je vais jouer. Je suis très touché de vous savoir là tout près, parce qu'il est évidemment présent pour moi ici. Cette sonate de Schubert, elle a été écrite 3 mois avant la mort de Schubert, en septembre 1828. Il est mort en novembre. Et en fait, il met en chantier 3 sonates en simultané. 3 grandes sonates, celle-là va faire presque 40 minutes. Et elles sont une sorte d'hommage lointain aux 3 dernières sonates de Beethoven, opus 109, 110, 111. Beethoven est mort l'année d'avant, 1827, mars 1827, et ça a presque libéré Schubert de ce poids écrasant du commandeur là, qui était là.
Et quand on écoute cette sonate, si on écoutait uniquement le premier mouvement, le troisième et le quatrième mouvement, on se dirait, mais mon Dieu, cet homme, Schubert, qui a 30 ans, qui a la syphilis depuis 5 ans, qui est en sursis, mais quelle gaieté, quelle juvénilité, quel élan, quel cœur conquérant, quel sens de l'espace, c'est généreux, et puis toujours ces rythmes viennois. Bon, alors oui, ça fait partie de cette sonate, bien sûr. Cette tendresse aussi, et puis ce côté presque jupitérien de certains passages. Alors évidemment, avec des élans déjà très très romantiques. 1828, on est déjà, Schubert, il annonce le piano de Schumann dans certains endroits. Et puis il y a le deuxième mouvement qui va modifier complètement la perspective générale de la sonate. Parce que le deuxième mouvement, c'est une des œuvres, je crois, parce que j'ai joué beaucoup de Schubert, je crois que c'est une des œuvres les plus tristes qui soient de Schubert. Les plus tristes parce que dans les œuvres tristes de Schubert, il y a toujours une fin qui vous sauve quand même de la douleur. Soit parce que quand on est romantique allemand en 1828, la mort vous sauve des maux terrestres, et donc vous êtes emporté par la mort, et puis mon Dieu, vous rêvez d'un paradis. Mais là, il n'y a pas de rémission. Là, on est au bout de la route. Il met en scène évidemment son personnage fétiche, qui est ce marcheur, ce voyageur, ce wanderer. Et on l'entend, on le voit marcher très bien, mais avec son pas fatigué, claudiquant, crotté sans doute. Enfin, on sent la douleur, la fatigue, la lassitude, la fin du voyage. Et il y a au milieu de ce mouvement, quand on pense que la messe est dite, il y a une espèce d'alien comme ça, une espèce de monstre qui se met à grandir devant nos oreilles et devant nos yeux, et qui signifie presque la fin du monde. Enfin, Schubert ne se préoccupe même plus de mélodie. Vous allez entendre, ce sont des rafales, des fusées, des bruits. Vous imaginez sur un pianoforte, là, j'ai un piano moderne, mais sur des pianofortes, ce qu'il met en son est proprement monstrueux, au sens littéral, monstrueux. Et donc ça signifie une sorte de fin. Hein. On a l'impression qu'à un moment donné, il claque le couvercle et qu'il y a des accords tranchants là, comme des guillotines. Et ça doit être bouleversant. Enfin, il n'y a plus rien. Et puis, Schubert fait renaître quand même l'idée du mouvement, de la vie, du regard, la marche semble reprendre. Mais bon, comme je vous l'ai dit, dans ce mouvement, il n'y a pas de rémission. Mais pour nous, la rémission, elle est dans les deux mouvements qui suivent, ce petit scherzo presque surréaliste, très viennois, mouvement à 3 temps, les petits Ländler qu'on sifflote en sortant d'une auberge où on aura siroté un petit vin blanc. Et puis ce final, qui est un chant, qui est un hymne au chant, avec un thème dont il est si fier qu'il le répète 50 fois. Quand il est très heureux d'un thème, Schubert, ça, il vous le donne. Et on le suit dans ses pérégrinations et dans ce chant jusqu'à la fin. Vous allez entendre la manière dont il ne parvient pas à abandonner ce thème. Il y a vraiment un coup de théâtre à la fin où il nous dit le thème, puis il nous le répète. Enfin, je ne vous en dis pas plus, c'est juste on est étreint par à la fois l'émotion, mais par la reconnaissance envers ce génie de la mélodie. Ah oui. Ah oui, parce que là ils n'ont pas supporté. Ça me rappelle qu'un jour, en été chez moi, j'habite une maison comme ça, j'ai ouvert les fenêtres, je travaillais un concerto de Mozart. Alors je répétais un trait parce que ça, voilà, il fallait travailler. Il y a un type au balcon en face qui a dit « Ta gueule, Mozart !» Alors j'ai fermé la fenêtre. Il a bien reconnu Mozart.